Ben, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence. Oui, ça y est, ça va mieux marcher comme ça. Donc bienvenue pour cette conférence. Donc aujourd'hui, l'idée c'était de vous parler d'agilité et de conformité. Voilà, donc qui sont souvent deux notions qui sont mises souvent en confrontation. Et donc l'idée, ça va être de se dire, bah, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on peut trouver d'autres solutions pour pouvoir fonctionner avec la partie agilité tout en ayant toute cette notion de conformité qui va venir se greffer dessus. Voilà, donc pour faire cette conférence, je suis accompagné de Florian. Voilà, donc bonjour. Si tu veux te présenter, puis je te présente après. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Florian, expert Cara. Alors Cara avec un Q, pas avec un C, ça veut pas dire que je suis à Agile Grenoble tout le temps et que je travaille pour Agile Grenoble, hein, c'est pas du tout le même sujet. Cara c'est pour qualité et réglementaire, j'accompagne des entreprises dans la conformité, qualité et réglementaire, notamment dans le domaine de la santé. Donc je serai à la partie conformité de cette conf. Et je suis accompagné de Sébastien, je te laisse te présenter. Donc moi c'est Sébastien Romanet, je suis donc consultant au niveau de l'équipe Tulip. Voilà, donc Tulip qui est un outil qui permet de pouvoir gérer vos différents projets de développement. Donc je serai sur toute la partie plus outillage de cette conférence. Même si on a vu une magnifique vidéo de sponsors, on n'oublie pas de remercier tous les sponsors d'Agile Enseigne, sans qui cet événement ça ne pourrait pas exister. Et vous voyez, ils sont toujours aussi nombreux. Et je propose, parce on l'a pas fait ce matin, en tout cas moi sur les confs que je l'ai pas fait, on l'a pas fait ce matin, je propose qu'on prenne juste 10 secondes pour les applaudir et pour les remercier. Merci pour eux. Alors, dans ce moment avec vous, on a décidé de parler de différents points. D'abord, vous poser un contexte, dans un cadre très structuré, très normé, le monde où on n'a pas du tout envie d'aller. Et du coup, comment on est arrivé à la problématique qu'on va vous proposer aujourd'hui, agilité versus conformité. Des exemples assez concrets sur des entreprises qui sont confrontées à la conformité régulièrement et les premières problématiques qu'elles peuvent rencontrer. Et une deuxième partie. Donc, une fois qu'on aura parlé plus de la partie organisation, je vous expliquerai comment vous pourrez vous outiller justement pour pouvoir mener à bien ces différents projets et accompagner justement le changement et les transformations qui vont être issues de ces organisations. Alors, on va le faire à main levée. Combien d'entre vous travaillent dans un secteur normé, réglementé? Et qui dans le médical? Très bien. Je pose la question du médical, comme je viens du médical, c'était pour voir à quel point il fallait que je vulgarise ou pas, donc je vais beaucoup vulgariser. Dans les secteurs à enjeu de conformité, vous allez, je pense, ne pas me contredire. On va prendre l'exemple de la conception d'un logiciel, quel qu'il soit. Généralement, les patrons d'entreprise vont mettre 4 gros enjeux assez forts. 1, je veux que mon logiciel aille rapidement sur le marché. Rapidement, conformité, on commence déjà à se dire, il va y avoir des sujets. 2, je veux que ça coûte le moins cher possible. Conformité, coût, va falloir payer des organismes, va falloir payer la certification. Deuxième enjeu qui commence déjà à être un peu compliqué. 3, je vais avoir une équipe pluridisciplinaire. Ça, très bien. Je vais avoir des équipes qu'on va revenir, qui vont avoir du mal à communiquer ensemble. De par le fonctionnement classique d'une entreprise. Et puis, un des enjeux finalement les plus importants, c'est que pour pouvoir mettre son produit sur le marché, il va falloir respecter les normes et les réglementations qui s'appliquent. Et dans certains domaines, on vous dit que l'état de l'art est applicable, ça veut dire que vous pouvez prendre toutes les normes et réglementations qui existent et vous devez tous vous les palucher. Ce qui ne facilite pas du tout le travail. On a pris un exemple de cycle de vie d'un dispositif. Cycle de vie très théorique. On va avoir quelqu'un qui va avoir une idée juste ici, et voyez qu'il met que sur le marché juste là. Il y a pas mal d'étapes qui sont faites avant, et ça c'est dans un cadre plutôt normé, plutôt réglementé. C'est-à-dire que dans un cadre qui est pas du tout normé, pas du tout lié à la conformité, généralement cette partie-là va assez vite, celle-là n'existe pas,
on voit celle-là, et on se retrouve très vite à celle-là. Ça veut dire que déjà de base, ma norme va me rallonger mon temps de développement et mon temps de conception. Mais du coup, quand je vois déjà un cycle comme ça, aussi long, j'ai juste parlé de conformité, je vous ai même pas parlé des référentiels qu'il fallait respecter. Est-ce que finalement, je vais pouvoir faire en agile? Bon, alors, première chose, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Les méthodes agiles existent depuis les années 2000. Il y a plein de méthodes différentes qui peuvent exister. Les plus connues, les Scrum, les Kanban. Je dirais même qu'aujourd'hui, on est plutôt sur du Scrumban. Ça fonctionne plutôt bien. Et on a pour objectif à chaque fois de livrer vite, toujours des nouveautés, de livrer fréquemment, d'avoir quelque chose qui marche et de pouvoir ajuster en conséquence. Vous vous souvenez à quoi on l'oppose, l'agile? Le cycle en V. Je vous ai remis le petit schéma, je pense que vous le connaissez tous sur la gestion d'un sprint. Mais j'ai pris une norme, alors désolé, j'ai pris une qui venait de mon domaine, qui me dit comment je dois développer un logiciel dispositif médical. Je pense que vous reconnaissez le schéma. Hein? Ben, malheureusement, vous voyez bien que là, mon cycle en V, il est très clair, mon agile, il est beaucoup moins clair. Je vais devoir, à travers cette norme, donc pour ceux qui la connaissent pas, c'est l'IEC 62304, donc vraiment qui dit comment je développe des logiciels dispositifs médicaux, je vais devoir définir mes besoins utilisateurs, mes exigences produits, je vais faire une petite archi, je vais découper ça en plus petits tickets, qu'on appelle les user stories plus fréquemment, je peux coder, et ensuite, je remonte le cycle de mon V. Alors on m'a dit, Flo, on va faire de l'agile, et en fait, nos sprints, ça sera des mini-cycles en V. On peut essayer. Effectivement, vous vous souvenez la grosse roue que je vous ai montrée au début? Ben, vous avez quand même des étapes à respecter. Et vous ne pouvez pas passer d'une étape à l'autre aussi facilement que vous le souhaitez. Or, si je fais tout un cycle en V dans un seul sprint, ben en fait, je fais plusieurs étapes en une. Déjà, ça ne présage rien de bon, hein, tout ça. Et donc, du coup, la question elle se pose légitimement, finalement, dans un secteur très normé. Et en plus, vous allez trouver des normes qui vont définir comment vous devez développer votre produit. Ces normes sont vieillissantes. Il faut savoir que la norme que je vous ai montrée, elle date de 2006. Elle est passée 3 fois en révision internationale sans jamais être validée. Vous voyez bien qu'on met un peu de temps quand même à développer de nouvelles normes. Ben, est-ce que finalement, je peux quand même utiliser les méthodes agiles pour pouvoir développer mon logiciel dans ces contextes très normés? Alors, une première partie de la réponse va être l'organisation que vous allez mettre en place dans l'entreprise. J'ai décidé de prendre 3 équipes. L'équipe produit, l'équipe tech, l'équipe conformité, qui a différents noms en fonction des secteurs dans lesquels on est, mais 3 équipes. Vous savez quel est le premier problème que ces 3 équipes rencontrent quotidiennement? Pardon? Le langage. Le langage. Alors, je l'ai pas mis en premier. Mais effectivement, ils ne parlent pas le même langage, on verra après, je vous donnerai un exemple. Autre problème qu'ils peuvent rencontrer. Leur connaissance les unes par rapport aux autres, j'ai entendu, et là c'était, elles avancent pas à la même... géographiquement, alors non, on va faire simple, on va prendre un seul site et on va dire qu'elles sont toutes au même endroit. Les dépendances. Oui, il peut y avoir des dépendances l'une à l'autre, mais c'est pas le premier point que j'ai mis en avant. Ouais, il faut aller encore un petit peu plus loin. On est sur la bonne piste. Alors, c'est pas le mot objectif que j'attendais à la fin de la phrase, mais déjà, elles n'ont pas le même outil. On va avoir une équipe conformité qui va aller, on va être sur du Word, Excel, on va faire simple. On va avoir une équipe tech qui très certainement va rester dans le Git, elle va pas aller plus loin de Git, hein, parce que sinon c'est trop compliqué de sortir de Git. Désolé pour les techs qui sont présents parmi nous. Et l'équipe produit, bon, volontairement je précise pas l'outil de tout à l'heure, elles vont rester sur Notion avec leur magnifique Figma pour faire les écrans, etc. Mais du coup, comment vous voulez que ça marche là? 3 équipes, 3 produits différents. Il n'y a aucun moyen que ça fonctionne et qu'on y arrive. Et en plus, elles font pas la même chose, ces équipes-là. L'équipe produit va vraiment se concentrer sur
les spécifications, la partie fonctionnelle, comment le produit va intéresser les utilisateurs. Les techs vont s'intéresser au code et uniquement au code. L'équipe conformité, bah, elle va pas s'intéresser au produit, elle veut produire des documents. Et uniquement des documents. Parce que, mine de rien, c'est la preuve qu'il faut fournir pour avoir la conformité. Les fameux documents. Ensuite, je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure, on parle pas le même langage. Je vous ai pris le terme validation. Pour l'équipe produit, la validation, c'est faire des tests fonctionnels. Pour l'équipe tech, faire de la validation, c'est que sa pull request soit validée. Pour l'équipe conformité, la validation, c'est s'assurer que le produit répond aux besoins des utilisateurs. Généralement, ce qu'on appelle les essais cliniques dans le domaine médical. J'utilise un seul mot. Si déjà, en utilisant un seul mot, tout le monde n'y comprend pas la même chose, je peux vous dire que là, on va vraiment se complexifier la vie. Mais alors, du coup, comment on peut faire pour que ces trois équipes, qui vont atteindre le même objectif, mettre un produit conforme sur le marché, puissent s'entendre? Sur ce secteur-là, secteur très normé, la mise sur le marché, elle est conditionnée à quoi? Elle est conditionnée à un audit de validation du produit. Donc, pendant cet audit, il va falloir démontrer qu'est-ce qui a été fait, comment on l'a fait, et est-ce qu'on a bien la bonne traçabilité entre les différents éléments. Et je laisse la parole à Sébastien pour nous donner peut-être des idées. Merci. Donc, en effet, l'idée, ça va être de mettre ensemble ces trois équipes qui, comme vous l'a expliqué Florian, vont avoir des objectifs très différents et vont avoir surtout des modèles de fonctionnement qui vont être différents. À la fois sur le côté outillage, on a parlé, il va y avoir aussi sur la temporalité. Donc, l'idée, ça va être déjà pourquoi s'outiller, pourquoi avoir des outils qui vont permettre justement de simplifier toute cette synchronisation entre nos différentes équipes. Donc, on a vu, là, on avait nos trois équipes, l'équipe produit, l'équipe tech, l'équipe conformité. Bon, il y en a plein d'autres, mais on va surtout se focaliser sur celle-ci. Et le premier point, ça va être de les aligner. On en a parlé tout à l'heure, en effet, c'était un des points qui avait été relevé sur le fait que elles vont pas tout avoir le même rythme. Et donc, ça va être important de pouvoir donner un rythme commun à ces différentes équipes. Le deuxième point, ça va être de les cadrer, puisqu'on va avoir des contextes et des normes à respecter. Donc, avec ça, il va y avoir toutes différentes contraintes qui vont venir se rajouter à notre projet pour pouvoir s'assurer, justement, qu'on va être en mesure de pouvoir répondre aux questions qui, comment et quoi lors de cette phase d'audit qui va nous permettre de pouvoir mettre notre produit sur le marché. Faut voir que l'objectif, il est là. Il est quand même de mettre un produit sur le marché et que si on passe pas cette étape d'audit, le produit, il n'y est pas. Donc, tout ce qui a été fait avant n'aura servi à rien. Donc, c'est tous ces points-là qui vont nous permettre de pouvoir, avec les bons outils, s'assurer de les aligner, de les cadrer et de préparer correctement ces audits pour atteindre l'objectif recherché. Donc, premier objectif, l'alignement des équipes. Donc, on en a parlé tout à l'heure, on voit là, on a nos équipes qui vont travailler ensemble, qui travaillent déjà à l'heure actuelle ensemble. Je pense que tous ceux qui travaillent dans des contextes normés ici, vous travaillez avec toutes vos équipes conformité, les équipes produits et les équipes tech. Comme ce qu'on disait, chacun a leur propre outil, donc souvent il va y avoir des PMO, des personnes qui vont centraliser un peu toutes ces différentes données pour pouvoir ensuite les capitaliser. L'idée, ça va être de les centraliser au maximum. Ouais. Donc, plus on va réussir à avoir des outils uniques, ou du moins de réduire le nombre d'outils, plus on va optimiser cette centralisation. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, quand on va chercher les données, ça va être beaucoup plus simple d'aller pouvoir retracer tout ce qui a été fait autour de tel ou tel élément qui va être utilisé lors de la phase d'audit, puisque tout est au même endroit. On va donc éviter les fameuses tables de correspondance. Deuxième objectif, ça va être de cadrer toute cette organisation.
Donc, on a toute une série de normes à respecter. Il faut voir que les normes, elles peuvent vivre. Donc, à côté de ça, quand on va avoir des normes, tous ceux qui travaillent sur des projets avec ce côté normes et conformité, ça va être des termes qui vont vous parler. La notion de risque, donc tout un système de gestion de risque qui va venir se greffer à votre projet, qu'il va falloir prendre en compte dans le cadre de la réalisation de vos différentes applications. Ensuite, sur la partie référentielle, ça va être toutes les exigences réglementaires. Et une exigence réglementaire va, de ce fait, être impactée par des fonctionnalités qui vont être réalisées par nos équipes techniques et des livrables qui vont être gérés et pilotés par notre équipe conformité. On va voir tous ces éléments qu'il va falloir mettre en adéquation et synchroniser ensemble pour pouvoir assurer la réalisation du projet lui-même. Et ensuite, on a tout notre outil de gestion de projet où on va retrouver les activités standards, donc toute la partie plus user story, réalisation. On va retrouver la vision Cara avec ce qui va devoir être produit à partir des éléments de fonctionnalité et des livrables qui ont été identifiés, et puis ensuite toute la partie plus test, validation. L'avantage de ce type de cadrage, c'est qu'on va résoudre la problématique de terminologie dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on va cadrer tout l'environnement, on sait de quoi on parle et on sait ce qu'on va partager entre les différentes équipes. Ça nécessite aussi d'avoir des outils qui vont, de ce fait, être flexibles pour vous permettre justement de pouvoir configurer l'ensemble et faire en sorte que l'ensemble de ces différents points, que ce soit les risques, que ce soit toute la partie exigence, soit mis en œuvre, soit dans un outil commun, soit dans des outils qui vont permettre des dialogues synchrones entre eux. Et pour terminer, il va falloir préparer ce fameux audit. Et on va le préparer comment? Justement en mettant en place toutes ces connexions entre ces différents objets qui vont chacun avoir leur rôle dans le cadre de votre projet. Donc, on repart de notre notion de risque. On sait que, voilà, donc là c'est assez général ce dont je vais parler, mais normalement, chaque élément de la conformité devrait s'y retrouver. On va avoir des risques qu'il va falloir analyser. À partir de ces risques-là, il va y avoir des exigences qui vont être identifiées. Et comme ce que je disais tout à l'heure, l'idée, ça va être de décliner ces exigences pour chacune de nos équipes, donc soit en livrables qui vont être gérés par notre équipe plus conformité, soit en fonctionnalités qui vont justement être gérées par notre équipe technique qui va ensuite les réaliser et les implémenter. Deuxième point important, toujours sur le côté cadrage, ça va être de les synchroniser. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, plutôt que chacun ait sa propre temporalité, que notre équipe conformité soit sur son cycle en V, que notre équipe technique soit sur la partie Scrum, on va les synchroniser sur des temporalités équivalentes, donc une release, c'est notre livrable, notre produit, on va le découper en sprints. Bon, là, on retrouve une organisation Scrum standard, et on va ainsi embarquer notre équipe conformité pour faire en sorte que les livrables soient bien identifiés à la release, voilà, ce qui va nous permettre de pouvoir avoir pour ce produit toute la liste de la documentation qui va être nécessaire et autres qui va être nécessaire dans le cadre du futur audit, et toutes les tâches qui vont être attachées à ces livrables, on va faire en sorte qu'elles puissent rentrer sur des sprints. Alors, évidemment, de temps en temps, ça va déraper, ça va peut-être changer de sprint, parce qu'une tâche sera plutôt sur une date de début, une date de fin, mais on va quand même mettre en place cette politique de synchronisation. L'idée, c'est de pouvoir se faire justement des points de contrôle réguliers, et ainsi trouver ce côté itératif que l'on a en agilité et l'appliquer à la partie conformité. Une fois qu'on a mis ça en place sur la phase de réalisation, on va pouvoir ensuite venir greffer toute la phase de validation. Et quand on va parler de validation, là on va parler de validation, ça va parler à tout le monde, puisque ça va être à la fois la validation avec des cas de tests qu'on va définir pour la partie fonctionnalité livrable, donc là on est plutôt sur la remontée du cycle en V,
mais on va aussi retrouver toutes les validations qui vont être faites pour chaque sprint. Donc, on reste sur cet objectif d'une release avec toute une liste de livrables, de fonctionnalités qui vont être ainsi mis à disposition du marché et de l'audit avant, tout en ayant eu toutes ces validations intermédiaires et des validations finales pour pouvoir s'assurer qu'on est aux objectifs attendus. Donc évidemment, l'idée ça va être de détecter toutes les non-conformités, toutes les anomalies, tous les éléments qui vont ainsi être engendrés par notre test management et pouvoir les traiter au fur et à mesure. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est que avec une organisation de ce type-là, alors évidemment, ce que je vous montre là, c'est un exemple, c'est ce qu'on met le plus souvent chez nos clients. Il va y avoir des adaptations à faire, mais l'idée, c'est toujours la même, c'est on a synchronisé nos équipes, on a ainsi une traçabilité complète de notre exigence, de sa réalisation, de sa validation jusqu'à sa documentation. Et à partir du moment où on va avoir notre auditeur qui va nous demander des informations, on va être capable, à partir d'une exigence, à partir d'une anomalie, à partir d'un risque, de pouvoir remonter l'ensemble de la chaîne et ainsi lui fournir les informations demandées. Donc on voit comment un process qui est plutôt basé sur du cycle en V va pouvoir s'adapter sans forcément créer ces fameux cycles en V qu'on peut avoir tendance à faire de façon naturelle. Alors un petit exemple d'application, on est resté sur le côté médical. Voilà, donc c'est une application fictive. Hein. Voilà, donc l'idée c'est, on voit ici on a une nouvelle exigence fonctionnelle. Cette exigence fonctionnelle, elle a été émise par notre équipe produit. Et au moment où elle va analyser cette exigence, on va se rendre compte des impacts qu'il va y avoir. Premier impact, ça va être sur le risque. Voilà, on se rend compte que cette exigence fonctionnelle qui a été demandée pour la prochaine release va avoir un impact sur un risque. Donc de ce fait, il y a ce risque à traiter. Et ensuite, là, ça va être les activités qui vont être réparties entre les équipes, donc les fonctionnalités et les différents livrables. Donc les fonctionnalités qui vont être implémentées par l'équipe technique et les livrables qui vont être pilotés par notre équipe conformité. Donc une fois qu'on a mis ça en place, on peut voir que chaque équipe va gérer son propre planning. Voilà, donc là, on retrouve avec notre équipe technique des fonctionnalités ici et des user stories qui sont en dessous, qui vont être planifiées sur chaque sprint. Voilà, donc là, on voit l'état d'avancement, un modèle de fonctionnement assez standard. Pour notre équipe conformité, on va trouver le même principe. Et ici, elles vont avoir leur livrable et à l'intérieur toutes les différentes tâches. Et comme ce que je disais tout à l'heure, l'idée, ça va être de se dire, on va faire une tâche, on va faire en sorte que cette tâche soit réalisable pour tel sprint, pour telle échéance. De ce fait, on se retrouve sur un planning commun où nos deux équipes vont travailler de ce fait sur un rythme équivalent. Et c'est là où on va retrouver tout l'intérêt du côté itération, c'est qu'on va pouvoir ainsi faire des validations intermédiaires. Prenons l'exemple ici de ce troisième sprint. On voit qu'il y a des actions qui ont été faites, il y a des tâches qui ont été faites côté équipe conformité, des user stories qui ont été réalisées côté équipe technique. On va ainsi pouvoir les valider. Donc là, on retrouve nos différents cas de test qui ont été rédigés par chaque équipe. Et ainsi, ça nous permet, notre équipe produit, de pouvoir s'assurer que de façon, sur une étape intermédiaire, on est toujours sur la bonne route, que ce soit sur la partie plus fonctionnelle comme sur la partie conformité. Voilà. Et pour terminer, là, on va retrouver ce côté traçabilité dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir d'un risque, on va pouvoir dérouler l'ensemble des différents éléments qui lui sont reliés pour pouvoir prouver justement à un auditeur comment ce risque a été mesuré et comment justement une fonctionnalité qui est reliée à ce risque-là a été traitée, que ce soit du côté conformité comme du côté technique, et les différents résultats de test qu'il y a eu autour de cet élément. Donc là, on peut voir que sur un seul document, on va avoir l'ensemble. D'où cet intérêt d'avoir
cette centralisation des différentes données pour ainsi pouvoir sortir ce type d'information rapidement auprès de notre auditeur. C'était pour vous montrer un exemple. Donc, quelques recommandations pratiques pour pour justement la mise en place de ce type d'organisation. Déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut avoir en tête, c'est si on peut rajouter progressivement de l'agilité à un modèle de fonctionnement qu'on a en place. L'idée, c'est vraiment déjà dans un premier temps de cartographier, d'identifier tous les points justement où régulièrement vous voyez qu'il y a des décalages entre les équipes et qui font des goulots d'étranglement ou qui font aussi des moments de latence et qui va nous faire perdre du temps sur le time to market. Une fois que vous les avez identifiés, la recommandation qu'on donne, c'est vraiment de faire déjà sur des projets pilotes. N'hésitez pas à prendre une partie de vos applications, une partie de vos produits qui sont justement soumis à certaines normes et de voir comment ça fonctionne. Notamment, ça va vous permettre de pouvoir caler et calibrer les fameuses tâches que vous allez effectuer dans le cadre de la partie conformité si vous voulez les caler sur des itérations équivalentes avec les équipes techniques. Voire, pareil pour l'équipe technique s'il y a besoin de modifier l'esprit. Et puis, bien entendu, après, on est sur de l'amélioration continue, c'est-à-dire que on va s'outiller, vous former l'ensemble des différents collaborateurs avec de l'aide et puis mesurer pour ensuite pouvoir modifier et améliorer. C'est pour ça que la recommandation, c'est de déjà démarrer sur un premier projet pilote et ensuite de pouvoir le généraliser progressivement aux autres. Je vais laisser la main pour la conclusion. Merci. Mais du coup, convaincu ou pas? On peut faire de l'agilité avec de la conformité ou on peut pas? Allez, on va le faire à main levée. Qui est convaincu? Ah, pas tant de monde que ça. Oui, il y a encore des sceptiques. Ok. C'est finalement, dans ce qu'on vous a présenté, quoi est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qui nous permet finalement de faire de l'agilité, même si on est dans un domaine très normé, même si on est dans un domaine très réglementé? Oui, c'est à vous que je pose la question. Aligner les plannings, oui. Je vais aller beaucoup plus loin. On parlait de friction entre les équipes, on parlait de différence de langage, mais en fait, chaque équipe fonctionnant en silo, chacune va avoir sa propre temporalité. Ce que vous devez la plupart du temps retrouver, c'est une équipe produit et technique qui va finir bien avant que l'équipe conformité soit prête. Parce que l'équipe conformité, elle va commencer généralement après. Et elle va faire toute la documentation, elle va faire du rétro-planning, elle va faire tout un tas de choses. Et généralement, l'équipe produit et technique va être frustrée parce qu'il peut se découler des mois avant que le produit puisse aller sur le marché. Là, avec ce qu'on vous a présenté avec Sébastien, on a une équipe conformité qui travaille au même rythme que l'équipe tech et que l'équipe produit. Donc, en alignant les plannings, déjà, on arrive à avoir quelque chose d'un peu plus rapide. Mais j'ai pas parlé d'agilité. Alors du coup, oui, je l'aurais mis en deuxième point la notion de traçabilité, mais je suis entièrement d'accord avec la notion de traçabilité qui est évoquée, parce que finalement, c'est ce qui va devoir être prouvé au fur et à mesure, en fait, pour pouvoir obtenir votre certification. Et le fait d'avoir un outil tout centralisé, des équipes qui fonctionnent sur ce même outil-là, avec la même terminologie, et donc tout soit tracé dedans, c'est un premier pas énorme pour pouvoir dire on a réussi déjà à intégrer la conformité dans l'agilité. Oui.
Oui, je reformule pour aller encore un petit peu plus loin par rapport à ce que vous avez dit. Les équipes conformité, de base, n'ont pas du tout l'habitude de travailler en méthode agile. Encore une fois, quand on parlait de silos, ils ont leur petit planning à eux, ils ont leurs documents à faire, ils essaient de se caler un peu sur le planning produit parce que de toute façon, il y a certains documents qu'ils peuvent pas fournir tant que le produit n'existe pas. Et voilà. Là, avec un outil comme celui-là, toutes les équipes fonctionnent au même rythme. Et donc, dans une des captures d'écran qu'on a vues, il y avait même une dépendance qui a été faite entre l'équipe qualité et l'équipe tech, qui était de dire, en fait, tant que l'équipe qualité, elle n'a pas fait ce document-là, l'équipe tech, elle peut pas marcher. Et on pourrait faire des dépendances dans les autres sens aussi. Et donc, en fait, en centralisant tout, c'est là où on se rend compte, et donc, du coup, en mettant la qualité, la réglementaire en méthode agile, c'est là où on se rend compte qu'en fait, c'était juste un problème de méthode au départ, et que si tout le monde est aligné, ça va fonctionner. C'est un point qui est vraiment important, c'est-à-dire que on a vu sur la partie pour l'équipe conformité qu'elle va découper ses livrables en tâches. C'est cette notion de tâche en fait, qui va être importante, c'est que c'est une notion qu'elle fait déjà à l'heure actuelle, mais pas forcément avec une vision pour se dire il faudrait que que la tâche que je vais faire là soit terminée pour être entre guillemets testable. Enfin, j'ai bien entre guillemets parce que ça va pas être le même type de test qu'on fait sur la partie avec une user story. Mais en tout cas, elle pourra être soit vérifiable, soit du moins s'assurer que ça reste en adéquation avec le reste du projet. C'est là en fait toute la mécanique qui va être mise en œuvre. Et c'est aussi une façon de travailler pour les équipes techniques qui va être différente. Parce que quand on va concevoir la user story, alors c'est vrai que du coup sur l'exemple que je montrais, mais je me suis pas attardé dessus, l'idée c'était ça, c'était que là on avait besoin de développer une fonctionnalité pour que notre application soit compatible avec tous les navigateurs. Donc de ce fait, sur la partie qualité, il y avait une référence de tous les navigateurs qui devaient être supportés, qui allait être livré en tant que document de preuve. Et à partir de là, la user story qui permet justement de configurer l'application pour le navigateur Chrome va prendre en compte cette tâche-là. Et c'est une notion qui, dans un autre contexte, quand les équipes travaillent vraiment en silo et sont séparées, qu'elle va pas forcément avoir, elle l'aura à posteriori. Et là, on va pouvoir l'identifier avant, en se disant, mais au fait, on respecte pas tout à fait ce qui avait été prévu sur cette tâche. Même si le document en lui-même n'est pas complètement terminé. Voilà, c'est là, au fait, il y a vraiment ce modèle de fonctionnement, donc on se base vraiment sur ce côté itératif, et on va rajouter ainsi toute cette, on va dire de la vélocité, que ce soit dans l'équipe technique comme dans l'équipe conformité. Donc, on peut. Agilité et conformité ne sont pas opposables. Je confirme qu'on peut. Et dans les domaines normés, réglementés, etc., passer vos équipes conformité en agile peut vous faire gagner, moi je le vis aujourd'hui dans le médical, un time to market divisé par 2, potentiellement, avec des autorités qui peuvent aller aussi plus vite dans l'analyse de votre dossier de mise en conformité. Et forcément, qui dit un time to market divisé par 2, dit également des coûts réduits. Puisque les coûts que vous n'avez plus, puisque vous avez réduit votre lead time de 50%, en fait, ça vous permet de réduire les coûts. Donc ça fonctionne, ça marche. C'est un vrai changement pour toutes les équipes, parce qu'il va falloir, 1, transformer votre équipe conformité, 2, aligner tout le monde avec le même vocabulaire. Je peux vous dire, pour l'avoir vécu dans plusieurs entreprises, c'est la partie la plus complexe, parce qu'il faut qu'on définisse vraiment le vocabulaire commun à tout le monde. Et donc du coup, on permet la collaboration entre les 3 équipes, on livre plus rapidement, et nos audits sont prêts aussi plus rapidement. Merci à tous, et on est à votre disposition si vous avez des questions.